Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous vous rappelons que c'est en collaboration avec la chaîne de télé DSNB TV de notre confrère Ali Bamba Diabito que nous réalisons aujourd'hui cette interview avec le professeur Georges Amawagnen, président de la coalition politique EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. De passage à Paris, monsieur Georges Amawagnen, le samedi dernier, vous avez reçu la diaspora ivoirienne proche du président Laurent Gbagbo. Et hier, vous étiez en visite à la CPI à La Haye, à la prison au centre pénitentiaire de Scheveningen. Vous avez rencontré le président Laurent Gbagbo. Je rappelle que lors de votre rencontre avec la diaspora, vous avez indiqué aux Ivoiriens proches de Laurent Gbagbo qu'en 2020, EDS aura un candidat et que EDS prendra le pouvoir. Pour l'instant, on ne sait pas le candidat que vous avez présenté. Est-ce que c'est avec Laurent Gbagbo ou avec vous-même? Le président Laurent Gbagbo est le référent politique de notre plateforme. Et comme vous savez, en démocratie, les candidatures sont soumises à un congrès ou à une convention. Je pense que nous respecterons les procédures. Donc aujourd'hui, au moment où je vous dis, je ne sais pas qui sera candidat. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que EDS aura un candidat et EDS remportera les élections présidentielles de 2020. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Pour laisser le temps à mon confrère Ali Bamba Diabito, je le rappelle, c'est avec lui et nos confrères que nous présenterons cette interview. Je vais lui laisser aussi son tour de parole. Je rappelle aux téléspectateurs que Ali Bamba Diabito est ancien correspondant de BBC à Abidjan et aujourd'hui ici en France est le patron de DSNB TV. Chers confrères, le président est à vous. Bonjour Ro, bonjour à tous, bonjour monsieur le président, bonjour professeur. Bonjour. Georges Amawagnen. Oui. Vous avez un nom évocateur, monsieur le président de l'EDS. Oui. Un nom évocateur parce que qui est très connu dans la sphère politique de Côte d'Ivoire, avec la réputation, qui se fond carrément dans la réputation du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui vous amène dans l'opposition aujourd'hui, au moment où le PDCI partage la bonne nouvelle avec le RDA, donc au pouvoir? Voilà. Oui, j'ai été pendant une dizaine d'années membre du bureau politique du PDCI-RDA. J'ai été très proche, et je suis très proche en pensée du président Félix Houphouët-Boigny. J'ai quitté le PDCI-RDA il y a une dizaine d'années pour rejoindre le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage du président Fologo. Et j'ai été proche du président Laurent Gbagbo, puisque le parti, le RPP, a fait campagne en 2010 pour le président Laurent Gbagbo. J'ai été nommé, je suis rentré au gouvernement du président Laurent Gbagbo en 2010 dans le cadre de cette alliance avec le RPP. Et je suis aujourd'hui, depuis le 20 avril 2017, le président de cette coalition, parce que, au fautif que je suis, par naissance, j'adhère totalement au combat politique du président Laurent Gbagbo. Et justement, vous êtes à la base de la création d'autres tendances politiques. Je parle bien sûr du RPP, oui, avec le président Laurent Fologo. Vous avez été également à la création du CNC. Je pense que mes informations sont exactes. Le CNC, la Coalition nationale pour le changement. Et ce sont des coalitions qui ont existé avant aujourd'hui l'EDS. Oui. Quel est le bilan que vous faites déjà de ces deux coalitions, avant maintenant de parler de l'EDS? Je pense que ces coalitions ont joué leur rôle à un certain moment donné, puisque nous étions à l'approche des élections présidentielles, mais nous pensons que ce qui a motivé le fait de la création de notre coalition, c'est que ces coalitions, après les élections présidentielles, bien sûr, elles ont pratiquement disparu. Et c'est à ce moment-là que nous avons pensé avec certains amis qu'il était important de nous retrouver, nous rassembler pour porter le message et les valeurs défendues par le président Laurent Gbagbo. Pour revenir sur la question de mon confrère, vous avez dit que ces coalitions précédentes étaient pour des actions ponctuelles et après ces différentes actions-là ont disparu. EDS s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire après 2020, EDS compte rester? Je pense que EDS s'inscrit dans la durée. Et vous verrez, je crois que ça fait un an. C'est inscrit dans la durée. Quand je dis dans la durée, c'est-à-dire exister, même après la prise du pouvoir, c'est-à-dire demain assister à une partie unifiée au sein de cette coalition. Prenons d'abord le pouvoir et puis nous verrons.
mais nos actions s'inscrivent dans la durée. Donc EDS a l'ambition, a vocation à devenir un jour un parti. Nous sommes une plateforme politique. Nous regroupons un certain nombre de partis politiques, de mouvements de la société civile, et nous pensons que nous allons rester, pour l'instant, nous sommes bien dans ce contexte de parti. Avant que je te remette la parole, avec amusement, beaucoup de personnes disent EDS est en forme de Sangaré. Voilà, au lieu de dire ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Qu'est-ce que vous pensez à quoi? Oui, je crois que c'est assez ingénieux de sa part. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est vrai que le Front populaire ivoirien, le parti créé et fondé par le président Laurent Gbagbo, parti qu'il préside et dont l'intérim en son absence est assuré par le président Sangaré, oui, c'est ce parti-là qui est l'épine dorsale de notre plateforme politique EDS. Et EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Jean-Paul Roux a déjà anticipé sur certaines de mes questions, c'est très intéressant. Avec vous, professeur Ouenien, dites-nous déjà quel est le lien entre cette plateforme politique et le FPI. Aujourd'hui, je parle bien sûr du FPI de M. Afingé-San et le FPI de M. Abdourahmane Sangaré. Quels sont les rapports? Je crois que moi, en tant que président de EDS, quand vous parlez du Front populaire ivoirien, qui est le parti, je vous l'ai dit, qui est le parti créé, fondé, présidé par le président Laurent Gbagbo. J'avoue que, au sein où je suis, je ne connais que un seul FPI qui est présidé par le président Laurent Gbagbo et dont l'intérim est assuré par le président Sangaré. Et l'EDS aujourd'hui, quelles sont les ambitions de cette plateforme-là? Donc nous avons des objectifs clairs. Il est évident que c'est une plateforme politique. Comme toute plateforme politique, elle a pour ambition de conquérir, voire de reconquérir le pouvoir d'État. Mais nous pensons que cette reconquête du pouvoir d'État doit se faire dans un contexte apaisé, un contexte de réconciliation nationale. C'est la raison pour laquelle, si la reconquête du pouvoir d'État est un objectif général fondamental, il va sans dire que la réconciliation nationale dans un contexte apaisé, et cette réconciliation nationale qui exige la libération du président Laurent Gbagbo, qui est le référent politique, la libération de Mme Sylvain Gbagbo, la libération de M. Charles Blé Goudé, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres, pour nous, c'est un objectif aussi qui est majeur. Donc, reconquérir le pouvoir d'État dans un contexte apaisé, dans un contexte de réconciliation, avec les exigences que nécessite cette réconciliation nationale. Et puis, bien évidemment, restaurer la démocratie, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2011, il y a les acquis démocratiques qui avaient été obtenus de haute lutte par le président Laurent Gbagbo. Nous sommes en train de les perdre. Nous voulons, je parle de tout ce qui est justice des vainqueurs, etc. Nous pensons que notre objectif sera aussi de restaurer la démocratie, la liberté d'expression dans notre pays. Si vous parlez de démocratie et de souveraineté, on sait également qu'il y a une constitution qui vient d'être votée en Côte d'Ivoire, qui ne donne pas de limitation d'âge en termes de candidature pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Vous avez donc l'impression que ça donne un brin de chance au président Laurent Gbagbo de se libérer un jour de la justice et revenir se présenter? Vous y croyez-vous? Je crois que ça tout dépendra de lui. Vous y croyez? C'est à vous qu'on pose la question. Vous y croyez? Je dis tout dépendra de lui. Est-ce que vous le souhaitez? Que Laurent Gbagbo à sa libération soit candidat à la présidence de la République? Tout dépendra de lui. Est-ce que vous échangez avec vous? Je pense que je ne discute pas de cela avec lui. Mon objectif premier, c'est la libération. Le président Gbagbo doit être libéré. Parce que c'est une injustice. Je crois que c'est le premier élément de mon combat. Le libérer, que le président soit libre. Et libre, il lui appartient à lui seul de décider de son avenir. Et vous évoquez un terme qui est très évocateur en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le terme de la réconciliation. Si nous parlons de réconciliation, parlons tout de suite du FPI, lui-même en tant que tel. Vous êtes une voix qui porte en Côte d'Ivoire, dans la politique, pas aujourd'hui seulement, depuis que vous faites Boigny. Le PDCI, c'est quand même quelque chose qui se fait un peu avec le nom ouénien. Dites-nous, est-ce que vous parlez personnellement avec M. Afingé-San? Non.
Il n'a pas demandé à me rencontrer. Je parle pas, pour le moment, je parle. C'est à lui de. Je pense que nous sommes ouverts, mes bras sont ouverts. Donc, si nous insistons sur le terme réconciliation, est-ce que vous êtes prêt à faire le pas? La réconciliation, voyez-vous, c'est une des valeurs fondamentales du président Gbagbo. Le Grand Gbagbo est un homme de paix, un homme de dialogue. Sa philosophie politique repose sur asseyons-nous, discutons. Donc la réconciliation au FPI va se faire à la libération. La réconciliation au FPI, à la libération de Laurent Gbagbo. S'il y a problème, la réconciliation au FPI, s'il y a problème, se fera dans le cadre du FPI. Mais se fera, donc vous qui êtes un observateur de la vie politique, je ne peux pas parler à la place du FPI. Non, mais nous demandons votre avis simplement. Non, mon avis, je pense que je suis à la tête d'une plateforme fêtière. Chaque parti autonome. Dont l'esprit, le principal esprit est Aboudraman Sangaré. Le principal esprit est Laurent Gbagbo qui est le référent politique. Mais aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo celui qui est libre qui parle, c'est Aboudraman Sangaré. Oui, mais c'est Laurent Gbagbo, Aboudraman Sangaré est le porte-voix de Laurent Gbagbo. On parle, d'ailleurs, il est bien, le président Gbagbo le dit, s'il parle de son frère jumeau. Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est moi qui dis. Ah, c'est ce que vous avez dit hier quand vous êtes vu à... Non, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on dit toujours, c'est ce qu'il dit toujours. Qu'est-ce que vous avez dit exactement hier d'essentiel concernant la vie politique et la vie politique? Je crois qu'on a surtout parlé de Joël, j'étais effectivement, pour me permettre de le dire, j'ai été très heureux de rencontrer pour la deuxième fois, le président Laurent Gbagbo, et je dis que à chaque fois que je le rencontre, c'est beaucoup plus un sentiment de joie et mêlé d'une certaine tristesse. Joie parce que c'est important de revoir son aîné, son leader, et puis tristesse parce qu'il n'est pas à sa place où il est. Alors, je crois que le président Gbagbo, c'est l'intérêt des Ivoiriens. Et je crois qu'on a surtout parlé, je peux évoquer avec lui tout ce qui a trait à l'actualité récente, notamment les inondations. Il a été très affecté, il m'a même demandé de transmettre toute sa compassion, parce que vous voulez, c'est moi qui venais de voir, donc c'est ce que j'ai fait par un communiqué. Et sinon... Et l'homme politique, Gbagbo? Je dois vous avouer que je ne suis pas rentré dans les détails. Il était important pour moi d'aller voir le président Laurent Gbagbo, d'aller voir mon président qui est en difficulté, d'aller le soutenir, et d'aller apporter le soutien de tout. Et prendre quelques conseils par rapport et puis prendre des conseils par rapport par la suite des activités de par rapport, non, je sais ce qu'il pense encore. Donc, vous voyez, le président est un homme de dialogue. Sa préoccupation, c'est le rassemblement, la paix, la Côte d'Ivoire, parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Donc, en fait, on est rentré dans les détails politiques, non. Parce qu'en fait, il était question pour moi de rendre visite à un aîné, un frère. Professeur Onyen, si nous parlons de votre reconquête du pouvoir, vous ne pensez pas que ça passerait forcément par une union du FPI d'abord? Je pense que la plateforme politique regroupe, c'est une grande plateforme, ça regroupe plusieurs partis politiques. Je dis, les partis politiques sont totalement autonomes. Nous pensons, en tant que président de l'EDS, il est important pour moi de rassembler toutes ces entités-là. Je pense que, quand vous dites conditionner, je ne pense pas que la condition, c'est pas ça. La condition, c'est que tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs fondamentales défendues par le président Laurent Gbagbo, ceux-là se reconnaissent, c'est avec ceux-là que nous sommes alliés, c'est avec ceux-là que nous allons... Une dernière question. Une dernière question, justement. Oui. Quels sont vos rapports avec le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire actuellement? Mais le pouvoir d'État... Personnellement, à titre personnel, j'ai pas de... C'est un pouvoir qui est là. Moi, je m'occupe à m'organiser la structure que je dirige. Vous leur faites des propositions sur les récents problèmes d'inondation, souvent? Non, nous faisons des déclarations. Ou alors l'économie, la relance du cacao? Nous faisons des déclarations. Et puis, à eux de prendre en compte ou ne pas en prendre en compte. Toujours est-il que notre ambition, c'est en 2020, pouvoir les remplacer. Merci, Président. Nous allons laisser la place à notre deuxième intervenant, mon confrère Francis Taki Wanzi, anciennement directeur de publication du périodique ivoirien L'Éléphant déchaîné. Aujourd'hui, à Paris, il est le correspondant de L'Éléphant déchaîné. Monsieur Francis Taki, le président Georges Armand Ouagnen est à vous. Bonjour, Président. Bonjour. La question seront tout à fait directe. EDS, prolongement des idées de Laurent Gbagbo? Oui. Les valeurs de liberté, de justice, de démocratie,
ce sont les valeurs que défend Laurent Gbagbo, ce sont les valeurs de EDS. Effectivement, Laurent Gbagbo, c'est un politique ivoirien qui parle de discussion, qui parle de réconciliation, qui parle de dialogue. Aujourd'hui, EDS, quelle est la posture que vous adoptez vis-à-vis du pouvoir en place? Mais nous disons que, vous voyez, depuis que nous sommes créés depuis avril, nous ne faisons que interpeller le pouvoir pour dire asseyons, nous discutons. Parce que justement, vous avez dit que le Grand Gbagbo, c'est toute la philosophie politique de Laurent Gbagbo repose sur le dialogue. Nous avons à maintes fois interpellé le pouvoir sur tous les problèmes sociaux, asseyons-nous et discutons. Je crois que c'est dans le dialogue que eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir, ils se réclament de Félix Houphouët-Boigny qui est un homme dialogue, mais le président Laurent Gbagbo aussi est un homme dialogue, puisque asseyons-nous discutons n'est rien d'autre que le dialogue préconisé par Félix Houphouët-Boigny. Nous, jusqu'ici, aucune réponse n'a été faite. Jusqu'ici, bien que nous tendions la main, du moins nous sommes disposés au dialogue, mais jusqu'ici, personne concrètement, quelles sont les actions que vous avez posées dans le sens écoutez, nous avons, à l'instar de d'autres partis politiques, nous avons sollicité, surtout par rapport à l'actualité, notamment la réforme de la CEI, nous avons, avec nos partis, nous avons interpellé, parce que nous avons des partis qui sont partenaires. Nous avons, à travers ces partis, nous avons interpellé le pouvoir. Le pouvoir n'a pas, jusqu'ici, du moins, donné gain de cause à cette interpellation. En matière de dialogue, de s'asseoir, discuter, je pense que le pouvoir a répondu à ces partis politiques, du moins en gros, ils ne discutent pas. Mais visiblement, vous appelez le pouvoir en place au dialogue, vous les appelez à la discussion. Ils ne vous répondent pas par le dialogue et la discussion. Bien au contraire, ils vous répondent par la répression, les emprisonnements. Mais qu'est-ce que vous attendez pour agir autrement si c'est ce que vous annoncez lors de vos dernières réunions, rencontres ici à Paris? Vous avez dit maintenant, agissons maintenant. Agissons maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons notre objectif, nous allons toujours demander le dialogue, et encore le dialogue, et encore le dialogue. Toujours le dialogue. Nous allons dialogue, oui, parce que nous croyons en la vertu du dialogue. Et je pense qu'avec l'espoir que le pouvoir va répondre à cette volonté de dialoguer, je crois qu'il n'y a pas pour un démocrate, il n'y a aucune autre solution que de pouvoir s'asseoir, pouvoir discuter. Nous sommes convaincus que la confrontation des idées, c'est ce qui peut permettre de pouvoir faire avancer notre pays. Et nous sommes toujours ouverts. Et tout comme le président Laurent Gbagbo est toujours ouvert, et durant tout son mandat, a toujours tendu la main, a toujours interpellé, à dialoguer. Je pense que j'ai bon espoir que le pouvoir nous écoutera. Admettons. Tantôt, nous avions parlé de la CEI. De la CEI, oui. La Commission électorale indépendante. Nous venons de finir le recensement, selon la vision de la liste électorale. Et selon nos sources, le taux de participation vacille entre 6 et 9%. Et le camp Sangaré s'est réjoui de ce faible taux de participation des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en dites en tant que EDS? Mais le camp Sangaré, c'est EDS. Je veux dire qu'une chose, c'est que nous ne réjouissons pas qu'on ait eu ces 6-9%, parce que nous savions que ça va être comme ça. Nous, en tant que président de l'EDS, nous avons appelé la population à s'abstenir. Parce que nous pensons, et nous le disons avec force, la CEI, l'organe électoral actuel, est totalement illégal et illégitime. Et nous, pourquoi? Parce qu'il y a une décision, elle est sous le coup d'une décision de justice. Et nous pensons que dans un pays, un état de droit, qui se dit de droit, se doit d'exécuter des décisions de justice. Il s'agit d'un arrêt qui ordonne à la CEI, à l'État, de réformer la CEI et de faire en sorte que cette CEI puisse s'adapter aux critères, aux standards internationaux, répondant ainsi aux engagements que l'État lui-même a contactés, aux engagements internationaux lui-même que l'État lui-même a contactés. Et nous pensons que cette CEI étant illégale, ne peut pas poser des actes
qui pourrait mettre en cause ce qui ne peut être contestable. Parce que les actes qui vont poser, notamment l'enrôlement, qui est un acte, une opération électorale, ne peut pas se faire avec cette CEI parce que cette CEI est légale. Aller à cet enrôlement, aller à ces opérations, ce serait légitimer cette CEI. La Cour africaine a statué. Avant cela, l'opposition, il y a quelques années, avait même dénoncé cette inféodation de la CEI au pouvoir. Et je dis même qu'en 2012, le Conseil de sécurité de l'ONU avait même souhaité, avait dans une résolution, demandé à ce que les élections se fassent dans un cadre consensuel. Ça veut dire associant les partis politiques, ça veut dire associant qu'ils soient de l'opposition du pouvoir, la société civile, et qu'ensemble, dans un cadre consensuel, on puisse avoir enfin des élections apaisées. Et malheureusement, ils n'ont pas entendu. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons toujours cette réforme. Parce que nous voulons dans ce pays, que les élections ne soient plus entachées, du moins fassent plus suite à des conflits post-électoraux. Parce que dans ce pays, nous voulons que tous ceux qui sont élus soient véritablement l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons revenir rapidement, je vous laisserai, chers confrères, l'occasion. Revenons sur la question de la CEI. Oui. Moi, je ne vais pas sur la question de fond, du fondement de la CEI. Mais en vous entendant, quelquefois, ça pose problème. Vous, proche de Laurent Gbagbo, qui à un moment avait revendiqué votre souverainisme, vous êtes encore souverainiste, puisque la dénomination de votre coalition politique, c'est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. À un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, lors de la crise post-électorale, il y a eu des organisations internationales qui ont reconnu les résultats donnés par la CEI et ont même, je dirais, donné injonction au président Laurent Gbagbo de reconnaître un certain nombre de choses. On a vu la décision au niveau de l'Union africaine, mais aujourd'hui, le camp proche de Laurent Gbagbo, à cette époque, avait évoqué la question de sa souveraineté. L'État du Côte d'Ivoire était souverain, donc ses lois doivent être respectées, sa constitution doit être respectée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara peut arguer de ce même élément et dire que la Côte d'Ivoire est souveraine et qu'elle peut prendre ses décisions, tout ça n'a pas besoin de décisions internationales, de la communauté internationale pour... La Côte d'Ivoire, je crois que la démocratie se fonde sur le droit, sur la justice. Le droit et la justice. Il y a une décision de justice qui émane d'une structure qui est supranationale. Je pense que l'État doit se conformer à cela. Surtout que, c'est encore, je vous rejoins, je vais vous dire que c'est encore un peu plus, il y a encore une obligation. La Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire fait même partie, un poste de membre non permanent de des Nations Unies. Et l'État même de Côte d'Ivoire je crois que c'est un de nos compatriotes qui est président de la commission de la CEDEAO. Mais ce sont des organisations internationales où l'État est partie prenante, où l'État a signé des conventions. Alors, comment cette structure, comment cet État n'obéit pas aux injonctions de ces structures à laquelle elle fait partie et à laquelle elle a signé les chartes et toutes les conventions? C'est une question de principe, c'est une question de droit, c'est une question de justice. Vous avez signé, vous vous conformez à cela. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous, maintenant, nous sommes surpris que l'État, jusqu'ici, n'est pas satisfait aux injonctions d'une cour africaine. Parce que je crois que c'est ça. Un État doit respecter les décisions de justice. C'est ça qui est... je crois que je l'ai redit, le président Laurent Gbagbo est très attaché au texte, le président Laurent Gbagbo est très attaché, et nous aussi, nous sommes très attachés au principe de la légalité, et je pense que c'est ce que nous défendons. Qu'on se conforme à la justice, qu'on se conforme au droit. Président, nous y reviendrons. Vous parlez de la reconquête du pouvoir pour 2020. EDS aura un candidat. Et vous décriez la CEI qui est illégale, selon vous, et illégitime. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place concrètement pour la reprise du pouvoir? Deuxièmement, Deuxièmement, vous dites que vous allez avoir un candidat. Oui. Ce candidat sera Laurent Gbagbo ou pas? Je crois que vous avez déjà répondu, mais nous voudrons savoir quelle est la stratégie concrète que vous voulez mettre en place. Ne devons-nous pas attendre encore un boycott? Non, il n'y aura pas de boycott.
Je dis, parce que nous allons, notre combat, nous allons nous battre pour que la CEI soit réformée. Parce que la CEI... Nous sommes déjà en 2019. Non, mais, voyez-vous, l'État, nous avons la profonde conviction que cette CEI sera réformée. Le pouvoir n'a pas autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez que notre mot d'ordre a été suivi, puisque 6 à 9%. Là où vous attendez près de 3 millions, ils ont eu 400 000. Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème. Il faut qu'ils écoutent le peuple de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous voulons cette réforme. Parce que cette réforme doit nous permettre d'avoir une certaine équité dans cet organe. Un organe électoral en qui l'immense majorité de la population, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit la société civile, ne reconnaissent pas, n'ont pas confiance, où il n'y a pas de consensus, c'est extrêmement grave. On ne peut pas forcer, ça veut dire que c'est un passage en force et nous ne l'acceptons pas. C'est la raison pour laquelle nous ne boycotterons aucune élection. Nous irons à ces élections avec une CEI réformée et nous gagnerons ces élections. Président, nous allons passer à un chapitre très important pour finir, la question des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est une question extrêmement importante. Voyez-vous, nous ne pouvons pas accepter que des gens, que personne, si on veut faire la réconciliation, il faut la libération des prisonniers politiques. Il faut la justice. On a vu quand on sait comment ces prisonniers sont, parce qu'il faut une certaine équité dans la gestion des prisonniers politiques. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un seul camp. C'est pas normal. Quel commentaire faites-vous du nombre croissant des demandeurs d'asile en France? C'est pour dire qu'il y a un problème. Oui, nous sommes 15 000 demandeurs d'asile. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nos frères qui vont à l'extérieur, qui sont en train de braver la mer, parce qu'il y a un problème chez eux. Il faut qu'on règle ce problème, c'est-à-dire qu'il y a un malaise profond. Il y a une souffrance profonde du peuple ivoirien qui fait que le peuple, les jeunes partent. Alors, réglons ce problème entre nous. Et la meilleure façon de le faire, c'est de s'asseoir ensemble et de trouver des solutions ensemble pour qu'il y ait une véritable paix, une paix durable. Non pas la paix par les armes, comme j'aime le dire, mais la paix des cœurs et des esprits. Pour finir, votre recette pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Qu'on s'asseye tous. Et je crois que l'initiative, il y a un pouvoir qui est là, c'est lui qui doit prendre l'initiative, qu'on s'asseye tous et ensemble qu'on trouve les solutions pour notre pays. Parce que les Ivoiriens, je le dis, aspirent à la paix, nous voulons la paix. Laurent Gbagbo, notre réforme politique, est un homme de paix, un homme de dialogue. Nous allons jouer notre part et nous allons jouer leur part à fond parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions nos confrères d'avoir accepté nos collaborations et notre invitation. Merci à Ali Bamba Diabito. Merci aussi à chers confrères Francis Takibouanzi d'avoir accepté de faire cet entretien que nous a accordé monsieur le professeur Georges Armand Ouagné, président du DES. Dernière question avant de finir. J'espère que vous aurez aussi l'occasion en une minute de dire votre dernier mot. J'espère que vous êtes conscient au moins que ça n'intéresse pas le président Ouattara de vous voir aux élections. Vous le savez, au moins vous en êtes conscient. Mais je crois qu'il va s'en faire. Il va s'en faire et nous allons aller aux élections avec une CEI réformée et nous allons gagner. S'ils sont majoritaires, comme le disent, alors c'est parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Alors je mets le défi, allons aux élections ensemble. Et que le meilleur gagne et le meilleur, ce sera nous. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs d'Event News et de DSNB TV, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de bonheur à vous la présenter. Au revoir.